chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vais me présenter en un mot, Fouzi Ben Khalifa, donc je suis le directeur associé du cabinet Explicite, bureau d'études qui travaille sur les questions énergie-climat depuis maintenant plus de 25 ans. Voilà, un bureau d'études qui connaît relativement bien les questions énergétiques en Seine-et-Marne pour avoir travaillé de nombreuses reprises. La page de pub est terminée. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30. Bienvenue à tous, élus, représentants de collectivités, entreprises, associations, mais aussi, j'espère, et surtout des citoyens. Ce débat en Seine-et-Marne sur la transition énergétique, c'est le vôtre. Débattre de la transition énergétique, c'est bien entendu échanger sur les objectifs collectifs, mix de production énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est plus encore que de discuter des objectifs, c'est des moyens d'y parvenir. Et parmi ces moyens, quelle filière technologique, la place de la réglementation, les outils de marché, les incitations, les obligations, quelle gouvernance. Donc, autant les objectifs pourraient être consensuels, on est tous pour la réduction de la consommation énergétique de façon raisonnée, pour le développement des énergies renouvelables, autant il peut y avoir débat, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence, sur les modalités de cette mise en œuvre, sur l'écriture de cette feuille de route. Alors, vous aurez l'occasion de prendre la parole pendant ces 3 heures, avec bien entendu, je vous rassure, 2 pauses, enfin du moins une pause qui sera prévue à l'issue de cette première demi-heure, et ensuite un cocktail de clôture qui vous permettra de vous recharger les batteries. Alors, vous pourrez intervenir, bien entendu, selon que vous soyez plus ou moins à l'aise à l'oral ou pas. N'hésitez pas à intervenir aussi par écrit. Il y a des petites fiches qui vont vous être distribuées pour lesquelles vous pouvez mettre des questions, des contributions. Vous pourrez aussi intervenir à l'issue de chacune des 3 séquences de ce débat. En clair, autant d'occasions de vous exprimer. Vous aurez, au travers de ces 3 débats, des thèmes pour lesquels chacun peut avoir des propositions, des suggestions. Je remercie le CIESM de nous accueillir aujourd'hui et d'avoir, conjointement avec le département, pris l'initiative d'organiser ce débat avec l'appui de la région. Monsieur le Président, Pierre-Yves Roux, à vous l'honneur et le privilège d'ouvrir ce débat. Bien. Eh bien, Monsieur le Président du Conseil général, Madame la Présidente de la SEM Positif, c'est comme ça qu'on l'appelle, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, moi je suis particulièrement heureux de vous accueillir au siège, effectivement, du syndicat intercommunal des énergies de Seine-et-Marne, afin de mener ce débat seine-et-marnais sur la transition énergétique. Alors, le choix de ce lieu où nous sommes réunis aujourd'hui, et que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà, n'est pas tout à fait anodin, puisque ce bâtiment énergie positive est le tout premier édifice tertiaire de ce type en Île-de-France, et qu'à ce titre, je pense, il constitue à la fois un symbole et un signal fort relatif à la transition énergétique. Il sera également, à partir du 1er janvier 2014, le siège du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, et qu'une lettre qui le différencie, c'est le D, puisqu'à cette date, Madame la préfète procédera au regroupement du CIESM, qui compte actuellement 216 communes, et des 4 autres syndicats seine-et-marnais. Cette nouvelle structure départementale regroupera alors 440 communes, bientôt autant que le président Eblé, et fonctionnera selon le modèle mis en place depuis 2010 par le CIESM, en s'appuyant sur des statuts approuvés par une immense majorité des communes concernées. Il était en tout cas grand temps que cette départementalisation, trop longtemps atermoignée, se fasse enfin, notamment pour impulser en Seine-et-Marne, au-delà de la compétence basique de l'électrification, la transition énergétique qui sera nécessairement au cœur de nos préoccupations, de nos pensées et de nos projets. C'est donc tout à fait naturellement que le CIESM a souhaité, à l'instar des autres grands syndicats départementaux d'énergie, jouer pleinement son rôle en organisant
le débat territorial sur la transition énergétique, et pour ce faire, bien évidemment, en s'associant avec l'autre importante collectivité de Seine-et-Marne, la plus importante, le Conseil général. Ce premier travail collaboratif augure, je l'espère et je le souhaite, Monsieur le Président, des projets communs que nous pourrons mettre en œuvre à l'avenir dans le cadre de cette transition. Et je tiens d'ailleurs à saluer à cette occasion le professionnalisme et l'implication de vos services, et plus particulièrement ceux du directeur du service Aclimène, Steve Clavier. Alors, la transition énergétique. Deux mots tout simples, derrière lesquels s'en cachent d'autres, peut-être plus parlants. Le changement climatique, la déforestation, le développement, voire peut-être même la récession économique. Car derrière ces mots, ce sont des enjeux considérables pour l'avenir de la planète, de la France, de notre département, de nos communes et peut-être de chaque famille. Nucléaire, sobriété et efficacité énergétique, autres modes d'exploitation des gaz de schiste, montée en puissance des énergies alternatives comme l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, la décentralisation des centres de production d'énergie près des lieux de consommation, une certaine autonomie des régions, les besoins et les offres en matière de transport collectif, ou bien encore l'amélioration thermique des logements. Tous ces sujets sont au cœur de ce grand débat national lancé en novembre 2012 et qui est peut-être passé jusqu'alors un peu trop inaperçu. En tant qu'élu local, je suis intimement convaincu que la richesse de ce débat national, qui doit se faire dans le respect des opinions plurielles, parfois même divergentes, on voit bien sur les gaz de schiste, permettra à nos élus nationaux de construire les bases législatives nécessaires à cette mutation énergétique. Quant au CIES, depuis sa création en 2010, il a investi à son niveau tous les segments de cette transition énergétique à partir de son cœur de métier qu'est l'électrification. L'efficacité énergique, tout d'abord. Le CIES incite financièrement les communes à réaliser des économies d'énergie sur leur réseau d'éclairage public et réalise leurs travaux en maîtrise d'ouvrage délégués afin de mutualiser les coûts. La sobriété énergétique. Le CIES a créé un service conseil en énergie partagée afin d'aider les communes à réduire leurs factures énergétiques en réalisant, entre autres, des diagnostics énergétiques des bâtiments communaux. Enfin, la production d'ENR, encore à l'état embryonnaire. Le CIES projette en effet la réalisation d'une unité de méthanisation, au départ pour injecter du biogaz, mais qui pourrait évoluer du fait de la nouvelle réglementation vers la cogénération, c'est-à-dire la production d'électricité et de chaleur. Nous envisageons en outre, afin que notre réalisation soit exemplaire, la création d'une station bio-GNV qui pourrait, par exemple, alimenter dans un futur proche l'écart de certains réseaux de transport en commun, comme ceux du département. Deux nouveaux projets novateurs sont initiés dès cette année 2013, un plan pluriannuel d'installation de bornes de recharge des véhicules électriques afin de mailler le département. Et enfin, la réalisation de l'inventaire des producteurs d'énergie renouvelable, afin de définir les potentialités locales. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, succinctement, la participation du CIES à cette transition énergétique qui ne se fera pas sans un rôle prépondérant de nos collectivités. Et c'est bien là la volonté des élus du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne d'accompagner nos communes avec une expertise sans cesse renouvelée sur ce chemin difficile. Merci. Donc, je vais donner la parole à Monsieur le Président du Conseil général. Le Conseil général a élaboré de façon volontaire et de longue date un plan climat. Vous êtes un acteur engagé auprès des collectivités locales de la Seine-et-Marne. Vous pouvez me préciser quel est l'intérêt un peu de votre investissement sur ce débat, enfin, qu'est-ce que vous attendez de ce débat, votre définition un peu de cette démarche. Merci, Monsieur Ben Khalifa. Je voudrais tout d'abord, Mesdames et Messieurs, en
vous remerciant à mon tour de votre présence assez nombreuse. Saluer bien sûr les personnalités présentes. Saluer Madame la conseillère régionale d'Île-de-France, Roselyne Sarkissian, récemment élue présidente de la Société d'économie mixte Énergie Positive, que la région a pensé utile de mettre en place dans nos territoires franciliens. Saluer mon collègue Jean Day, premier vice-président du Conseil général en charge des politiques de développement durable et qui porte activement depuis plusieurs années l'action du département sur ces thématiques et en particulier sur, nous y reviendrons, les questions énergétiques. Saluer bien sûr le président du CIESM, cher Pierre-Yves Roux, qui nous accueille ici même au siège de ce syndicat. Et puis vous saluer toutes et tous, mesdames et messieurs les élus. J'ai vu plusieurs maires ou élus municipaux, mesdames et messieurs les techniciens. J'en ai vu de fort qualifiés, y compris issus des services du Conseil général, responsables associatifs, citoyens engagés. Vous êtes nombreux. Je sais que nous avons convié des membres du Club 77, initiative du Conseil général, et donc je les salue également amicalement. Mesdames et messieurs, bien sûr, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai accepté de venir en ce début de soirée pour ouvrir avec vous cette soirée dédiée à la transition énergétique. Je suis bien sûr, comme beaucoup d'élus aujourd'hui en France, comme bon nombre de nos concitoyens, et dans la cohésion comme l'ensemble de mes collègues de la majorité départementale, convaincus de longue date que la question climatique, le réchauffement climatique constitue un des enjeux majeurs du siècle dans lequel nous entrons. Les bouleversements en gestation auront un impact tout à fait décisif sur nos modes de vie, sur notre modèle économique et sans doute même sur notre conception du monde, voire sur son organisation. La très grave crise économique et sociale que nous traversons ne doit pas nous conduire à oublier l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons pour protéger notre planète, ses écosystèmes, son environnement, ni à reléguer le développement durable au rang de gadget pour population aisée en mal de nature. C'est un enjeu bien plus central que cela, absolument déterminant pour tout à la fois les politiques publiques et pour les comportements individuels qu'il nous faut, je dirais, mettre plus que jamais en correspondance les unes avec les autres et de façon à assurer le mieux possible la maîtrise de notre avenir. Nous ne devons donc rien céder de notre détermination, alors que les doutes sur l'origine humaine et sur l'importance du réchauffement climatique qui est en cours se développent. À simple titre d'exemple, nous avons publié très récemment le bulletin climatologique annuel en partenariat avec Météo France. On me dit qu'il a été affiché à l'entrée de la salle ou qu'il est disponible. Vous pourrez ainsi aisément constater qu'en Seine-et-Marne, depuis 20 ans, la station météorologique de Melun enregistre des températures bien plus chaudes qu'auparavant. Lors des premières rencontres seine-et-marnaises des territoires, le 7 décembre dernier, nous vous avions annoncé la création d'un club départemental climat-énergie. La région en avait alors profité pour faire part de l'appel à manifestation d'intérêt pour l'organisation de débats sur l'ensemble du territoire régional. Et lors d'échanges avec le président du CIESM, nous avons naturellement décidé de co-organiser en effet
l'un des débats seine-et-marnais. En effet, qui d'autre sur le territoire aurait été plus légitime pour s'adresser à l'ensemble des acteurs du département, si ce n'est le Conseil général? Qui d'autre est légitime pour évoquer les politiques énergétiques, si ce n'est le CIESM, cher Pierre, puisqu'il a vocation, tu l'as dit, à accueillir les différentes structures départementales sous la forme demain d'un syndicat unique. Dans la logique du plan climat-énergie voté il y a tout juste un an par l'Assemblée départementale, il nous a semblé évident de poursuivre notre engagement contre le changement climatique et pour initier de façon réelle, de façon opérationnelle, la transition énergétique. Le département est évidemment un acteur majeur du changement, à la fois parce que nous pouvons influer sur de nombreux partenaires pour qu'ils s'inscrivent dans ces démarches d'évolution, mais aussi parce que nous sommes, de par notre activité, un émetteur conséquent de gaz à effet de serre. Et c'est exactement pour ces raisons que nous avons initié une démarche climat-énergie. Nous agissons donc pour réduire nos émissions en priorisant les constructions peu énergivores, en réhabilitant nos bâtiments, en favorisant le covoiturage et les échanges dématérialisés au sein de notre administration, ou encore en développant une commande publique responsable et durable. D'ailleurs, en complément des notes qui m'ont été préparées, je voudrais dire que lorsque nous avons élaboré un bilan carbone, avant même d'élaborer le plan climat-énergie, comme il est recommandé de le faire en bonne logique, nous avons identifié que dans les activités institutionnelles du Conseil général, il y en avait une qui dépassait les autres en matière de production de gaz à effet de serre et de CO2. Eh bien, elle ne concerne pas le chauffage de nos bâtiments. Elle ne concerne pas la mobilité de nos propres agents ou des Seine-et-Marnais que nous accompagnons. Elle concerne l'alimentation scolaire au collège, la demi-pension des collèges, et sans doute en raison de la conjugaison de deux éléments, l'importance de la consommation énergétique des aliments congelés, bien entendu, encore extrêmement présent certainement dans la consommation alimentaire, et les consommations hors saison ou de produits venant parfois de l'autre bout de la planète, ce qui arrive bien entendu. Et donc, vous voyez, on peut être parfois dans les schémas un peu tout faits que l'on a présents à l'esprit, un peu bousculés. Et la première, sans doute, des réalités à prendre en compte dans la démarche que nous avons à conduire, c'est de se laisser précisément convaincre par, je dirais, les observations attentives que nous sommes amenés à faire et les études et les analyses que nous sommes amenés à faire, et de ne pas fonctionner en pensée, je dirais, pré-mâché, si je puis dire, ou en raisonnement automatique. La principale piste de progrès concerne bien entendu la mobilisation des acteurs seine-et-marnais par l'articulation des différentes démarches territoriales. Donc ne plus agir seul face à soi-même, mais agir de façon coordonnée, concertée. C'est le sens du Club Climat-Énergie que nous avons lancé donc, en décembre dernier et auquel vous êtes déjà nombreux à participer, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous rejoindre. Le volet territorial de notre plan climat-énergie départemental est ainsi conçu en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes, État, régions, ADEME, collectivités. La stratégie adoptée sera nécessairement concertée pour amplifier ses effets, pour aboutir à des résultats d'ampleur que seuls nous ne pourrions atteindre. La Seine-et-Marne connaît en effet un développement, une urbanisation qui entre en contradiction avec plusieurs objectifs du développement durable,
notamment un de ses impératifs majeurs, éviter l'étalement de la ville en tache d'huile, grignotant à l'infini des espaces agricoles ou naturels. Une telle ville est très coûteuse à gérer en voirie, en réseaux divers. Elle induit un usage intense et quotidien de la voiture sur des distances de plus en plus grandes. Elle est particulièrement consommatrice d'énergie diverses. La ville est allée à un coût terrible pour la collectivité, pour les ménages et bien sûr pour l'environnement. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de territoire dont nous nous sommes dotés, nous voulons inventer un modèle d'aménagement plus vertueux. Ce modèle, nous ne pouvons le concevoir seul, ou si nous pouvons y réfléchir et l'imaginer à quelques-uns pour le mettre en œuvre, alors là, c'est sûr, il nous faut agir de façon collective et concertée et coordonnée. Et c'est singulièrement vrai pour cette nécessité de la transition énergétique qui nous concerne tous. Nous ne pouvons dès lors éluder l'intérêt écologique des énergies renouvelables et nous enfermer dans un modèle énergétique daté et contre-productif, surtout à long terme. J'espère ainsi que les échanges de cette soirée permettront de faire émerger des contributions concrètes au débat régional puis national. Votre présence ce soir est finalement l'un des signes de la mobilisation de la Seine-et-Marne pour assurer un développement choisi, durable, profitable à tous. Nous devons tous être acteurs du changement, à la fois en tant que responsables publics, il y en a beaucoup rassemblés ici, mais aussi en tant qu'acteurs associatifs, en tant que producteurs d'énergie, mais aussi en tant que citoyens, en tant que consommateurs, bien entendu. La dimension citoyenne du débat, souhaitée par le gouvernement, est d'ailleurs extrêmement forte. Et les 3 journées d'information qui ont été organisées ici la semaine dernière ont prouvé, si cela était nécessaire, l'intérêt que portent les Français, et parmi eux les Seine-et-Marnais, aux questions environnementales et énergiques. Je vous souhaite donc je nous souhaite des travaux enrichissants et de qualité, fidèles à l'esprit participatif de notre démarche commune. Je dis je vous souhaite parce que, pour ma part, je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin de la soirée. Je m'en excuse, mais bien entendu, ce qui se dira ne sera pas perdu, et singulièrement pas pour le Conseil général, puisque Jean Day est ici avec vous et de nombreux personnels de nos équipes et de nos différentes directions, que je remercie. Et l'ensemble des éléments et des échanges me seront bien entendu rapportés. Merci à vous. Merci. Je vais donc maintenant donner le dernier mot sur cette ouverture à Madame Roselyne Sarkissian, qui représente ici le Conseil régional. Vous connaissez le territoire, je crois. Et par ailleurs, vous avez des fonctions au sein du Conseil régional qui ont attrait à la transition énergétique. Donc, quelle a été la démarche du Conseil régional, notamment sur l'appui à cette manifestation, et quelle est aussi votre feuille de route en tant que conseillère et au titre de présidente de la SEM Énergie Positif. Merci de cette introduction. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir dans ce site qui, comme vous l'avez dit, est à la fois exemplaire de la démarche que nous allons promouvoir ce soir, puis un lieu d'accueil d'un public nombreux, et je m'en félicite. Je voudrais saluer aussi le président Eblé et puis vous saluer tous, acteurs du territoire, à la fois professionnels, associatifs, qui allaient ce soir débattre. Et c'est pour moi un véritable honneur d'assurer une partie de l'introduction de ce débat. Je voudrais dire donc effectivement ma satisfaction en tant qu'élue régionale et en tant que nouvelle présidente de la SEM Énergie Positif d'être là à vos côtés. Cette conférence, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre d'un débat national sur la transition énergétique mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et dont l'objectif est de contribuer à l'élaboration de la loi de programmation qui sera adoptée à l'automne prochain par le Parlement. Dans ce cadre-là, les régions ont eu une feuille de route qui a consisté à leur accorder un rôle clé dans ce dispositif participatif, à savoir celui de permettre une large participation des concitoyens, des acteurs du territoire et d'organiser une forme de cadre de cohérence des initiatives locales. C'est ainsi que la région Île-de-France a organisé un certain nombre de conférences régionales. 3 se sont déjà tenues, auxquelles j'ai eu le plaisir de participer le 18 janvier dernier, le 28 février, à la Cité internationale, en présence de Madame la ministre Delphine Batho, et tout à fait dernièrement,
dernièrement, le 9 avril dernier, où la question de l'atteinte du facteur 4 en 2050 et de la règle des 3 x 20 en 2020 a été largement débattue, avec notamment une présentation très détaillée des scénarios pour pouvoir atteindre ces objectifs. À ce dispositif régional de conférence qui a permis une large participation des acteurs du territoire, nous avons souhaité rajouter des débats territorialisés pour permettre plus amplement le débat sur nos territoires. C'est dans ce cadre-là que nous avons donc organisé des appels à manifestation et nous avons eu le plaisir, ce qui est la preuve en tout cas de l'ambition au niveau de la transition énergétique du territoire de la Seine-et-Marne et du Siezme, d'avoir une sollicitation, une réponse à notre appel à manifestation de la part du Conseil général et du Siezme. Nous avons eu ce plaisir-là, donc, d'accompagner en tant que région le montage de cette conférence territoriale sur un territoire, comme vous le disiez, que je connais bien, puisque je suis moi-même élue seine-et-marnaise du sud Seine-et-Marne. Et c'est ainsi que nous avons pu organiser tout à fait concrètement, pratiquement, ce qui me donne l'occasion aussi de saluer le travail qui a été fait par les services régionaux et notamment par l'AREN pour mettre en œuvre ce débat ce soir. Alors pourquoi cette satisfaction, au-delà de la feuille de route gouvernementale et de la mission qui nous est confiée? Il s'agit aussi pour moi en tant qu'élu régional de pouvoir insister sur le fait que la région a toujours souhaité, dans le cadre de ces différents documents, le schéma régional, RO, et puis également en tant que, voilà, au niveau du plan climat, promouvoir la transition énergétique. Elle l'a fait aussi dans un certain nombre de dispositifs, des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, des dispositifs aussi de son volet agricole, et puis aussi bien évidemment à travers toutes ces politiques de transport, de lycée. Et c'est désormais une politique transversale que de soutenir la question de la conversion énergétique. Je le fais aussi au titre, comme vous le disiez, de ma présidence de la SEM Énergie Positive. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil qui nous permet de concrétiser plus avant la question de la transition énergétique, notamment au niveau de ce qui concerne la réhabilitation des logements. Cet outil, donc la SEM Énergie Positive, et je le dis d'ailleurs avec plaisir puisque le Siezme est adhérent et le Conseil général est adhérent aussi de cette SEM, va nous permettre, avec 14 autres partenaires, de pouvoir réhabiliter plus amplement le logement, copropriété, accompagner aussi les bailleurs logements sociaux qui n'en ont pas les moyens pour pouvoir avoir une réhabilitation des bâtiments. On sait à quel point il est difficile de pouvoir faire ça avec ampleur et la SEM aura cette première mission. La deuxième mission de la SEM sera de permettre le déploiement de façon un petit peu plus poussée des énergies renouvelables et donc de participer à des hauteurs variées à des projets de renouvellement, des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Je pense à un certain nombre de dossiers territoriaux sur la méthanisation, sur la géothermie également, sur les réseaux de chaleur. Voilà donc un nouvel outil, un outil qui est né en janvier dernier et qui permettra de concrétiser au-delà même des politiques régionales, cet objectif de transition énergétique que nous avons à cœur au niveau de la région. Voilà. En ce qui nous concerne, nous sommes très attentifs au niveau de la région à ce que ces débats, qui sont des débats organisés au niveau régional, de façon aussi maintenant plus territorialisée, soient véritablement des débats enrichissants le cadre de la loi. Donc, nous pensons que toutes les propositions qui seront faites, toutes les initiatives que nous allons lancer ce soir seront des propositions qui devront nourrir utilement un projet de loi qui n'est pas écrit encore, mais en tout cas qui aura pour tâche de pouvoir insérer ces propositions qui font la preuve que les citoyens, que les acteurs professionnels, mais aussi les acteurs associatifs prennent à bras le corps la question de la transition énergétique et qu'ils pourront, avec leur contribution, apporter leur pierre à l'édifice de quelque chose qui est un véritable enjeu d'avenir et que nous souhaitons en tout cas, au niveau régional, promouvoir plus avant. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, si vous me permettez, un côté purement pratique, vous avez tous des tablettes dépliantes. Si vous voulez prendre des notes, c'est beaucoup plus pratique que sur les genoux. Enfin, sauf ceux qui sont sur les fauteuils, mais vous avez encore quelques places libres si vous voulez y aller là-haut. Allez-y, oui, il y a de la place encore là-haut. Très bonne intervention, parce que ça va reposer quelques personnes. Oui. Donc, merci Roselyne Sarkissian pour cette clôture d'introduction. Cette introduction mérite tout de même qu'on pose le concept, qu'on pose la démarche de ce qu'est la transition énergétique.
Donc, je remercie Philippe Massé, qui est en tribune, de sa présence. Il représente le secrétariat du débat national sur la transition énergétique. À ce titre, je vais lui demander un peu de nous planter le décor. La transition énergétique, est-ce qu'il y a une définition officielle? Quelle est votre feuille de route au sein du secrétariat et comment vous comptez vous appuyer sur les travaux d'aujourd'hui et des autres débats territoriaux pour établir la future loi? Donc, merci Philippe de ton introduction. Bien, merci à vous de m'accueillir. Je représente ici effectivement le secrétariat général du débat sur la transition énergétique, en l'occurrence le secrétaire général, M. Thierry Val, qui n'a pas pu se déplacer ce soir et je le représente donc. Merci aux messieurs les présidents de nous accueillir dans un lieu effectivement symbolique, hein, un bâtiment énergie positive tertiaire, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, ce débat a été annoncé lors de la conférence environnementale à l'automne dernier. Il a été lancé officiellement en novembre. Il a eu une petite mise en route un peu compliquée parce qu'il fallait mettre en place les équipes, etc. Et puis, il a réellement, véritablement commencé début de cette année avec un ensemble de groupes de travail qui se sont mis en place, plus toute une démarche d'association, de débat participatif de l'ensemble des territoires et de l'ensemble des citoyens. Alors, pour faire assez simple au niveau de, comment dirais-je, de l'organisation, on va partir du national, puis on va descendre au territoire et aux citoyens. Au niveau national, bien sûr, il y a eu l'établissement d'un comité de pilotage du débat avec ce que l'on appelle un comité des sages, qui sont au nombre de 7 autour de la ministre, et qui sont un peu le garant du bon fonctionnement du débat au niveau national. Et puis, à côté de ce comité de pilotage, il y a le secrétariat général qui, lui, organise. Et il ne fait qu'organiser. Il ne prend pas part du tout au contenu des débats, au contenu des discussions. Les discussions, ce sont les différents partenaires dans les différentes instances qui ont ces discussions, qui apportent leur point de vue et qui entretiennent la controverse pour essayer d'aboutir à des consensus ou rester sur des dissensus au bout du compte. Alors, comment sont organisés ces débats ? Au niveau national, il y a des groupes de travail qui rassemblent des personnalités qui ont été nommées au sein d'un Conseil national du débat sur la transition énergétique, au nombre de 122 personnes. Et il y a aujourd'hui 7 groupes de travail qui fonctionnent en parallèle au niveau national, issus de ce Conseil national, sur différents thèmes qui sont liés à la feuille de route dont vous disiez tout à l'heure, quelle est cette feuille de route au niveau du débat, qui repose sur 3 grandes questions, plus une 4e. Les 3 grandes questions sont comment peut-on parvenir à la sobriété et à l'efficacité énergétique dans notre pays ? Et je dis bien sobriété et efficacité énergétique, parce que c'est 2 notions différentes. Sobriété fait appel plutôt à du comportement individuel et sociétal. L'efficacité fait plutôt appel à des technologies, mais on y reviendra peut-être lors des tables rondes suivantes. La deuxième question importante, elle est liée à deux éléments. Il y a eu l'engagement du président de la République annoncé de réduire à 50% la production d'énergie nucléaire à l'horizon 2025 au niveau du mix énergétique français, du bouquet énergétique français. C'est une question importante et comment on peut atteindre ce bouquet énergétique. Et puis, pour l'atteindre, quelle place réserver à d'autres énergies, et notamment aux énergies renouvelables, dont on vient de parler à l'instant, qui sont une part importante de la production autonome française en matière d'énergie. Je dis bien production autonome parce qu'il faut avoir à l'esprit aussi qu'il n'y a pas que le nucléaire dans ce débat. C'est une partie du débat. La plus grosse partie réside également sur le fait que notre balance commerciale est en déficit, chacun le sait. 69 milliards d'euros de déficit proviennent des importations pétrolières, donc des énergies fossiles. Et donc, il y a nécessité, obligation, si j'ose dire, de réfléchir à comment peut-on inverser cette tendance au niveau de l'utilisation de ces énergies fossiles pour rendre cette balance commerciale un peu plus positive et puis surtout ne plus dépendre
d'un certain nombre de facteurs géopolitiques au niveau mondial et qui peuvent influer sur notre stabilité au niveau national. Et puis, troisième question au niveau de ce débat, c'est on va lancer un certain nombre d'idées, on va lancer un certain nombre de projets au niveau de la loi de programmation qui devrait se discuter à l'automne prochain. Il va falloir les financer. Et donc, trouver les moyens innovants en associant le privé et le public, comme on le fait parfois dans des SEM. Et je salue ici effectivement la SEM Énergie Positive Île-de-France sur l'accompagnement notamment au niveau de la rénovation des copropriétés. Comment on va financer tous ces projets qui vont être mis en place? Donc une grosse question sur le financement. Et puis il y a une quatrième question derrière qui se fait jour, c'est que si on a le comportement, si on a les technologies, si on a les ENR pour avoir un bouquet énergétique et si on a le financement pour mettre en place tout ça, il va falloir gérer. Et donc derrière, comment gouverner tout ça? Et donc il y a une question également de gouvernance. Et la ministre et le comité de pilotage, ainsi que le président de la République, a voulu avoir un débat extrêmement ouvert, extrêmement large, associant l'ensemble de la société dans toute sa représentativité, y compris la représentativité citoyenne, pour permettre d'avoir justement une vision partagée de comment on peut gérer cette transition énergétique à tous les niveaux de la société française, nationale, territoriale, locale, citoyenne. Et quand je parle citoyen, je descends de niveau. Au niveau territorial, on l'a dit, il y a eu des débats régionaux qui se font jour un peu partout dans toutes les régions françaises. Chacune des régions a lancé dans son propre territoire des débats à l'image de ce qui s'est passé dans les 3 débats régionaux d'Île-de-France. Et puis, à l'intérieur de ces territoires, toute une série d'initiatives, de débats citoyens, tels que celui-ci, ce soir, qui permettent de rassembler entre 30 et 500 personnes pour discuter de propositions et essayer d'avancer sur un certain nombre d'idées de comment on peut faire demain mieux pour notre énergie et notre balance énergétique française. J'aimerais faire un focus particulier dans le cheminement de ce débat sur la volonté d'association du citoyen, et notamment dans l'organisation le 25 mai prochain de la journée citoyenne, qui sera organisée dans un certain nombre de régions qui ont voulu effectivement organiser cette journée citoyenne, en accompagnement bien sûr le secrétariat général les aide à mettre en place cette journée citoyenne par un financement et par un accompagnement technique. Aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine de régions qui se sont déclarées opérationnelles pour lancer ce débat citoyen. Alors, qu'est-ce que ce sera ce débat citoyen? Ce sera en une seule journée le rassemblement d'un panel de citoyens dans un même lieu qui vont réfléchir ensemble sur les questions du débat et essayer de proposer un certain nombre de solutions. Alors bien sûr, on va les encadrer, on va les aider, on va illustrer les propos pour permettre à ces citoyens de prendre position et d'essayer d'avancer en termes de réflexion. Mais alors l'avantage, c'est qu'à la fin de la journée, ce sera comme les élections présidentielles, on aura les résultats en direct au niveau national de tout ce qui se sera passé dans les 15 régions, j'en espère un peu plus demain, 15 régions qui représentent aujourd'hui à peu près 1500 citoyens qui seront donc regroupés et qui débattront de cette transition énergétique. Et on aura les camemberts, si j'ose dire, de résultats de ce que veulent ces citoyens en matière de mix énergétique, en matière de sobriété, en matière d'efficacité énergétique. On retient le 25 mai, je crois que c'est au Conseil régional que c'est organisé. Donc voilà le temps fort de la parole citoyenne. Donc merci beaucoup Philippe Masset pour la présentation du dispositif national d'accompagnement du débat sur la transition énergétique. Donc j'ai bien compris que ce qui sera dit aujourd'hui
se trouvera portée dans la synthèse régionale de l'Île-de-France, qui elle-même sera une contribution, on l'espère, forte à la future loi de programmation énergétique qui est prévue à l'échéance de, à peu près. Alors, en termes d'organisation et de synthèse, bon, il faut avoir à l'esprit quand même, ça a été dit par messieurs les présidents, ça a été dit par madame Sarkissian, on est dans un cheminement qui est quand même assez original. Ça ne s'est jamais fait en France, ce type de débat, c'est-à-dire d'avoir l'association de l'ensemble des niveaux allant de l'ensemble de la représentation nationale jusqu'aux citoyens sur un sujet aussi important que l'énergie. Toutes ces contributions, qu'elles soient au niveau national, des groupes de travaux au niveau national, que ce soit au niveau des conférences régionales, telles que celles qui ont eu lieu en Île-de-France, que ce soit comment dirais-je, le rapport de ces séances citoyennes telles qu'aujourd'hui, que ce soit la journée du 25 mai sur l'ensemble des citoyens, tout ça conduit à avoir des synthèses qui vont remonter au secrétariat général. Secrétariat général qui sera en charge d'extraire la substantifique moelle de tout ça et de l'agréger dans un document qui sera une synthèse nationale de l'ensemble de ces débats. Alors, je ne vous dis pas la complexité de tout ça. On s'attend à avoir des heures de travail assez nombreuses au courant du mois de juin pour essayer de synthétiser l'ensemble de ces éléments. L'idée, c'est de rendre au président de la République une synthèse de l'ensemble de ces débats mi-juillet, donc avant le 14 juillet. De le rendre officiellement pour qu'on puisse avoir le temps, entre juillet et l'automne, d'abonder dans l'écriture de la loi de programmation qui sera présentée au Parlement à l'automne, donc à la session d'automne. Loi de programmation qui sera discutée, qui aura un certain nombre d'articles. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que elle n'est pas écrite, il n'y a pas de plan établi, etc. On attend d'avoir justement le contenu de ces débats pour pouvoir alimenter l'écriture de cette loi. Mais on peut avoir à l'esprit que ce type de loi sera une loi un peu générale, un peu de programmation. Une loi de programmation. Une loi, dirons-nous, cadre. Et à l'intérieur de cette loi, on peut imaginer dans l'année 2014, par exemple, des lois plus opérationnelles, ou en tous les cas ou de la réglementation qui soit issue de cette loi sur des aspects très particuliers, que ce soit le bâtiment, les transports. On retrouvera certainement des contributions régionales, exactement, territoriales dans ce cadre-là. Je vous remercie. On vient de clôturer cette première séquence introductive d'inauguration du débat. On va passer maintenant à la première table ronde. Je voulais remercier Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Président du CIESM, Madame Roselyne Sarkissian, Monsieur Philippe Massé. Je pense que Monsieur Jandet est amené à nous accompagner le long de cette soirée. Monsieur Yves Roux, est-ce que vous nous accompagnerez toute cette soirée ? Très bien. Donc voilà, on va remercier Monsieur le Président du Conseil général et puis je vous demande de les applaudir pour cette introduction. Merci. Nous allons passer maintenant à la première table ronde. Donc j'appelle pour ce premier débat vers un nouveau mix énergétique ici à côté de moi Madame Marie-Laure Falque-Masset de l'AREN Île-de-France.